Bonjour et bienvenue dans la quotidienne de School TV, l'émission qui vous raconte l'éducation au quotidien. Au sommaire aujourd'hui, des centaines de milliers d'enfants et d'adolescents bénéficient chaque année de l'aide de mentors pour réussir leurs études ou pour s'insérer dans la vie active. L'invité du Grand Oral dirige Télémac, une des grandes associations françaises de mentorat. Nous accueillons Éric Acogne. L'Anti-Sèche d'Emma Guessel. L'Anti-Sèche, vous le savez, c'est la façon dont l'actualité résonne dans les programmes. On va partir grâce à Emma à la découverte de la civilisation des Incas grâce au magazine Archéo qui leur consacre en ce mois de janvier un superbe dossier. L'heure de la récré, toujours avec Emma, couvrez vos chastes oreilles. Non seulement ça va jurer, mais Emma va vous expliquer que parfois le juron, ça a du bon, messi. Et puis enfin, on retrouvera notre diététicienne et nutritionniste Sandra Ferreira pour son plateau repas. Elle est l'experte, vous le savez, des recettes légères et savoureuses, mais réussira-t-elle à triompher de la galette des rois? Réponse en fin d'émission, la quotidienne de School TV, c'est maintenant. C'est parti, Grand Oral. Janvier, c'est le mois du mentorat. Il sera officiellement lancé le 10 lors d'une grande cérémonie à Sciences Po organisée par le collectif Mentorat, un collectif qui regroupe 70 organisations qui proposent du mentorat à des publics jeunes de 5 à 30 ans. Et parmi ces piliers, il y a l'association Télémac. Bonjour. Bonjour Emmanuel. Erika, vous êtes la directrice générale de Télémac. Avant de parler de Télémac, parce qu'évidemment on va le faire, quelques mots sur ce collectif qui a été fondé en 2019. Oui, alors effectivement, en 2019, nous avons été 7 organisations à nous réunir pour se dire qu'effectivement, ça faisait une quinzaine d'années, tous, que nous pratiquions un mentorat professionnel pour des jeunes issus de milieux modestes, voire très modestes. Et il était temps de passer à une autre dimension. À une autre échelle. Et nous avons, avec l'aide de l'État, créé la politique publique Un jeune, un mentor, pour passer de 30 000 jeunes accompagnés à aujourd'hui 150 000 jeunes accompagnés. Avec des efforts financiers, on va reparler de tout ça. Au cœur de votre mobilisation, vous l'avez dit, il y a cette question des inégalités sociales. C'est la fonction première, oui. Lutter contre les inégalités. C'est un mentorat social. Effectivement, la société française est encore trop inégalitaire. Force est de constater qu'un élève sur 2 en collège d'éducation prioritaire est en retard en maths et en français en 6e. 7% seulement des enfants d'ouvriers vont faire un bac plus 5. Alors que c'est 30%, je crois, des enfants de cadre. Des enfants de cadre. Donc, qu'on ce soit au début, en 6e ou à la fin des études, on voit bien que malheureusement, notre société française reproduit, voire exacerbe, et c'est ça qui est encore plus embêtant, les inégalités sociales. Donc il est nécessaire de travailler ce lien social et le mentorat est un levier essentiel. Parce que c'est ça qui est très important, c'est que ce n'est pas juste une histoire de il faut avoir des meilleures notes à la fin de l'année ou même un petit peu avant la fin de l'année. Ce que vous dites, c'est que ces inégalités, ça ronge le pacte social, le lien social en général. C'est un enjeu très politique, au fond, ça concerne tout le monde. Oui, c'est très politique parce que finalement, on observe des fractures territoriales très importantes. Et puis aussi malheureusement de moins en moins de mixité sociale dans les collèges, dans les lycées, d'éducation prioritaire et puis avec quand même un penchant à aller vers le privé par des effets d'éviction. Avec le mentorat, finalement, le jeune va rencontrer un jeune étudiant ou un adulte, ça dépend de son âge et ça dépend de sa situation, qui n'est pas a priori du même milieu. Peut-être qu'il l'a été, parce qu'on observe parfois que nos mentors étaient eux-mêmes d'origine modeste. Mais oui, chez vous, je crois, quand je dis chez vous, là je parle de Télémac, parfois des mentorés deviennent mentors. D'anciens mentorés, comme la sauce existe depuis longtemps. Et on a 30% de nos mentors qui sont issus de milieux modestes et qui ont envie eux-mêmes ensuite d'aider un jeune à s'en sortir comme eux, ils ont réussi à s'en sortir. On va en parler évidemment du mentorat, de comment ça fonctionne en général et particulièrement chez Télémac, parce que tout le monde ne fait pas exactement de la même manière. Restons quand même sur cet enjeu politique, cet enjeu général. Ce que vous dites aussi, c'est que les jeunes croient moins en l'avenir en général, en leur avenir en particulier, et que si on ne résout pas ces problèmes d'inégalité, ça va être encore pire que ça ne l'est aujourd'hui, c'est ça? Oui, alors l'idée, effectivement, c'est ce mentor, comme dans la mythologie, est un guide, finalement un guide social pour ouvrir les perspectives et pour développer la confiance en soi. Du jeune. Alors, on est aussi très partisan et on l'a mesuré du fait que ce mentorat est gagnant-gagnant, c'est-à-dire que le mentor lui-même apprend du jeune. Voilà, il apprend parce qu'on est dans ce lien intergénérationnel et on y croit beaucoup.
voilà, depuis que nous pratiquons le mentorat depuis maintenant une vingtaine d'années. Il y a eu un stress test important pour vous, comme pour plein de gens, ça a été le confinement ou les confinements. Est-ce que vous avez senti un effet particulier sur les jeunes? Est-ce que le mentorat a pris un rôle singulier à ce moment-là? Alors, effectivement, nous avions déjà déterminé ces 7 associations fondatrices du collectif Mentorat, un plan d'action ensemble. Et le Covid, finalement, s'est retroussé les manches pour accélérer le plan d'action et puis pour déjà, très concrètement, faire livrer des ordinateurs aux enfants qui n'en avaient pas. Ouais, qui n'en avaient pas. Hein. Donc ça a été une logistique, notamment avec la fondation Break Poverty. Et ensuite, tout de suite, leur proposer un mentor, un mentorat, cette fois-ci d'urgence, qui était vraiment là pour que les gamins, les jeunes, continuent de travailler. Ouais, c'est ça. Continuent de travailler, parce qu'à un moment donné, que ce soit en 6e ou en études supérieures, il y a eu des décrochages. Il faut bosser. Le 10 janvier se tiendra à Sciences Po Paris la cérémonie de lancement du mois du mentorat. Elle sera animée par Isabelle Giordano. À cette occasion, on zoome dans la quotidienne sur le mentorat avec Erika Coyne de Télémac. On vous retrouve, si vous le voulez bien, mais juste après l'anti-sèche d'Emma Guessel, notre mentor à tous. Emma, bonjour. Bonjour Emmanuel. Anti-sèche consacré aujourd'hui à la civilisation des Incas en Amérique du Sud, qu'on aborde bien sûr en cours d'espagnol, mais aussi un petit peu en cours d'histoire. Et si on en parle, c'est parce que Archéo, super magazine, consacre la une de son dossier principal de ce mois de janvier aux Incas, le peuple du soleil. Tout à fait, superbe dossier dans Archéo. Alors d'abord un peu de géographie. La civilisation Inca n'existe plus depuis longtemps, mais aujourd'hui, pour vous donner une idée, cela représente toute la côte ouest de l'Amérique latine, donc le Pérou, tout le Pérou, une partie de l'Équateur, de la Bolivie, de l'Argentine et du Chili. La capitale de l'empire Inca, c'était Cusco, qui est aujourd'hui une ville au Pérou. D'ailleurs, Cusco, cela signifie nombril en quechua, qui était déjà la langue des Incas. Alors aujourd'hui, c'est une ville coloniale. Ce sont les Espagnols qui sont venus coloniser l'empire Inca et qui ont mis fin d'ailleurs, on y reviendra. Alors quelle est la principale différence avec les autres civilisations telles que les Mayas ou les Aztèques? Alors ces 2 tribus, comme celle des Incas, font partie des civilisations qui existent en Amérique lors de sa découverte en 1492 par Christophe Colomb. Mais la principale différence, elle est géographique. Je vous le disais, les Incas, c'est à l'ouest exactement de l'Amérique du Sud. Les Mayas et les Aztèques, c'est au Mexique actuel. Donc c'est un peu plus au centre du continent américain. Ok, alors si on revient aux Incas, qu'est-ce qu'on sait de cette civilisation aujourd'hui disparue? Alors il y a 2 versions en fait de l'histoire des Incas. D'abord la légende, celle que racontent les Incas à l'époque. Il faut savoir que les Incas, ils ont une très forte tradition orale. Ils n'ont jamais utilisé l'écriture. C'est par le récit qu'on transmet. Donc selon la légende, les premiers Incas seraient nés dans une grotte. Ils étaient 4 frères. Le premier a décidé de rester dans la grotte. Les 2 suivants se sont transformés en pierre. Et le dernier aurait donc construit la ville de Cusco, dont je vous parlais au début, avant de réunir des peuples aux alentours. Cet homme, il s'appelle Manco Capac. Et selon la légende, c'est donc lui qui aurait fondé le peuple Inca. La légende? La réalité? Alors en fait, on sait peu de choses. En partie à cause de cette tradition de l'oral, il y a peu de traces écrites, mais les chercheurs montrent qu'au début du XVe siècle, c'était en fait, les Incas étaient une petite tribu de guerriers qui voulaient dominer les peuples voisins, tout simplement. Ce que font les tribus guerrières et ils ont réussi. Tout à fait. À partir du XVe siècle, les Incas souhaitent s'étendre au-delà de la capitale Cusco et proposent des alliances aux tribus voisines, les menacent s'ils refusent et petit à petit, l'empire s'étend et il est très grand. Au début du XVIe siècle, on estime que l'empire Inca s'étend sur 900 000 km² et comprend plus de 10 millions d'habitants. Grand empire où tout était extrêmement bien organisé, extrêmement bien géré. Absolument. Il y avait un seul empereur, mais comme l'empire était constitué de 4 régions très vastes, il y avait un gouvernement par région. Dans chaque région, il y avait plusieurs groupes d'individus, tous spécialisés dans quelque chose, soit l'élevage, soit la culture des plantes, ou encore le commerce. Et pour assurer l'unité de ce très vaste empire, les Incas construisent un très vaste réseau routier. C'est assez impressionnant. En moins de 100 ans, 40 000 km de voies sont construites, presque toutes recouvertes de pierre, donc c'était très moderne. Et d'ailleurs, je vous le disais que les Incas n'utilisaient pas l'écriture, mais à la place, ils disposaient d'un système d'enregistrement unique et très précis, c'est le quipu. Le quipu. Oui, alors j'avoue, c'est assez cocasse. Un quipu.
Non, le Kipu, d'accord, on y va. Moi, Allez, le Kipu. Je l'assume, le Kipu. Alors, le Kipu, c'est ça. Regardez. Alors là, comme ça, on se dit, tiens, c'est des cordes. Je ne sais pas si on va le voir. On le voilà, voit, exactement. ouais. Mais en fait, un Kipu pouvait contenir toutes les informations administratives d'une ville Inca. Donc, cette longue corde horizontale sur laquelle on accroche des cordelettes à la verticale et la façon de tresser les fils, leur couleur, la distance entre les cordelettes suspendues et la corde principale, le nombre de nœuds, la forme, tout cela correspondait à un message et à des données, en fait. Et encore aujourd'hui... C'est l'ancêtre du codage informatique. C'est un peu ça. Mais en fait, encore aujourd'hui, les chercheurs n'ont pas réussi à déchiffrer parfaitement ce Kipu, mais en fait, ce sont des archives administratives, généalogiques, historiques. C'était leur manière d'écrire. C'est ingénieux. Empire absolument extraordinaire qui s'éteint à la vitesse grand V. Et oui, dès 1528, il y a des tensions au sein de l'Empire, ce qui fait que lorsque les Espagnols débarquent dans la région, il leur est très facile de s'imposer. Et en l'espace de quelques mois seulement, un empire de plusieurs siècles et de quasiment 10 millions d'habitants s'effondre, alors qu'en face, les Espagnols forment une armée de quelques centaines d'hommes seulement. Et on est donc en 1528 et il n'y a aucune résistance. Très peu. Déjà, quand les Européens arrivent, ils viennent avec leurs armes à feu, des chevaux, ce qui est très impressionnant. Et puis surtout, les Espagnols apportent d'Europe différentes maladies qui étaient très contagieuses. Les Incas ne sont pas immunisés et meurent par centaines de milliers, ce qui explique pourquoi tout est allé aussi vite. Merci beaucoup, Emma. Et moi, je vous conseille une lecture, et je sais que vous ne l'avez pas lu, parce que si vous l'aviez lu, vous l'auriez cité forcément, on y pense. Ouais. C'est Civilisation, avec un S, qui est une uchronie de Laurent Binet, l'écrivain. C'est sorti chez Grasset. Et lui imagine, alors le point de départ, c'est avant les Incas, puisqu'il imagine que vers l'an 1000, la fille d'Éric le Rouge met le cap au sud. Il imagine que Colomb ne découvre pas l'Amérique. Et en 1531, donc on est juste au moment des ennuis, les Incas vont envahir l'Europe. Je ne vous raconte pas la suite. Civilisation, vous l'avez pas lu? Non, je ne l'ai pas lu, mais je vais le lire. C'est le conseil lecture de tonton Manu pour la rentrée. Grand oral, Éric Acogne. C'est mon côté mentor, vous voyez ce que je veux dire? Allez, on est dans le truc. Mentorat. Elle est directrice générale de Télémac depuis 2016, après avoir travaillé pendant 11 ans chez Accenture, dont elle a notamment dirigé la fondation d'entreprise. Erika Cogne est l'invitée du Grand Oral à l'occasion du mois du mentorat. Erika, vous avez dit, je vous cite, j'aime bien le terrain, ça permet de prendre conscience des enjeux sociaux. Il faut nourrir sa colère et la canaliser en action. Qu'est-ce qui vous met en colère? Peut-être le fait que la promesse républicaine ne soit pas accomplie. Peut-être le fait, le repli sur soi me met en colère. C'est vrai qu'à contrario, au quotidien, avec mon équipe et puis Télémac, et puis dans toutes nos équipes, on peut observer que la fraternité, c'est quelque chose de merveilleux. Et quand, à contrario, la solitude, l'isolement, le repli sur soi, ça crée vraiment des difficultés pour les jeunes et puis leurs familles. Voilà, la détresse. Mais c'est une colère solaire, c'est le mot, ou ça vous met vraiment en colère? Ah oui, non, je suis... Vous êtes colérique? Oui, je suis un peu... non, mais on se dit tout. J'ai du caractère, je pense que je ne ferais pas ce métier il en faut un peu, sans conviction et sans caractère. Et puis, effectivement... Voilà, je suis triste et ensuite en colère de voir que des jeunes ne peuvent pas poursuivre leurs rêves. Parce que vous, ça a été un morceau de votre histoire quand même. Les questions de déterminisme social, c'est pas, vous n'avez pas découvert ça en lisant Pierre Bourdieu. Non, effectivement, même si assez vite j'ai su ce qu'était sa théorie, mais enfant, suite au divorce de mes parents, effectivement, on n'avait même pas de quoi se chauffer à la maison, donc... voilà, et arriver ensuite en prépa à Paris. Parce que là, vous faites un grand saut entre l'enfant qui arrive à sauver. Qu'est-ce qui se passe entre les deux? Donc, vous êtes qu'est-ce qui vous manque le plus à ce moment-là? Le chauffage, évidemment. Parfois un peu quand même vraiment à manger, mais et un peu, ouais. Voilà. Non, mais effectivement. Alors ça, un mentor vous le donne pas pour le coup. Ça, il faut des aides sociales, il faut de la solidarité, etc. Mais au niveau scolaire. Alors au niveau scolaire, finalement, mon parcours en tout cas, ça a été peut-être assez vite un delta de culture générale par rapport à d'autres élèves, notamment quand j'ai pu intégrer un très bon lycée. Je me rendais bien compte, justement, à la Bourdieu, que je n'avais pas les mêmes repères que d'autres. Donc j'avais toujours le sentiment que j'étais en retard. Donc je dévorais. Vous couriez après une référence, après un... Ouais. Après les blagues qu'on ne comprend pas, les références. Et effectivement, puis ce syndrome de l'imposteur qu'on décrit souvent bien.
assumer finalement ensuite qu'on est à la juste place parce qu'on l'a mérité. Et puis pas avoir peur d'oser mériter et ensuite d'être là. Et il y a des gens qui vous aident ? Oui. Alors, je pense que comme beaucoup de personnes... Je cherche les mentors, là, vous avez compris. Oui. Et effectivement, alors j'ai eu un prof d'économie sociale. Ouais. J'ai toujours été déléguée de la classe. Et d'ailleurs, chez nos jeunes Télémac et certainement dans d'autres associations, on peut observer que les jeunes motivés, un peu ambitieux, sont souvent délégués de classe. Donc j'étais plutôt mentor des autres. Mais ça m'aidait moi-même. Alors on dit toujours quand on apprend aux autres, on apprend encore mieux. Bien sûr. Et je me souviens notamment au collège, dans mon collège d'éducation prioritaire à Longwy en Bourgogne, je trichais mais pour les autres parce que je faisais mon devoir et ensuite je faisais 2 à 3 devoirs. Pour les camarades. Pour les autres, en fait. Pour les cancres copains de la classe. Ouais. Et donc, ça m'amusait. Je me disais, tiens, combien je vais en faire, en fait, aujourd'hui de contrôle. Si bien que vous faites. Alors, je vais vous laisser quand même arriver en classe prépa parce que vous y arrivez. Vous entrez à HEC, que vous ne financez pas toute seule. Il faut des bourses pour ça, j'imagine. Oui, j'étais boursière. Et puis j'ai fait un prêt... avec difficulté dans des banques. D'ailleurs, une des banquières m'avait dit que j'y arriverais jamais dans la vie. Donc voilà, ça c'était super dur. Avec ma grand-mère caution, donc effectivement avec les barrières d'âge, ça passait pas. Même si elle avait pas eu de difficultés particulières. Donc c'est vraiment ce parcours du combattant. Oui. Et quand vous arrivez à la fin de vos études à HEC, vous vous dites, il y a quand même un petit truc qui résonne dans votre oreille, c'est économie sociale et solidaire. En fait, non, j'ai commencé chez Accenture. Oui, qui n'est pas franchement l'économie sociale. Oui, c'est voilà. Ça. Et puis rattraper tout ça, ce qui fait qu'effectivement, j'ai pu très vite faire un saut social également. Mais je crois que c'est à 25 ans, je suis déjà partie faire une mission au Cambodge. Une association. Vous avez été rattrapé par l'humain. Oui, et puis du coup, allez, après... on va en parler. On va surtout arriver chez Télémac et vous allez nous raconter, en dehors du collectif Mentorat, ce que vous faites dans cette super assoce. Je trouvais une citation amusante sur vous de votre ancien directeur, cette fois chez PricewaterhouseCoopers, je crois que vous y avez travaillé, Christian Nibourel, qui un jour vous a qualifié de tigre pour votre énergie. On va vous demander tout à l'heure en quoi vous êtes un tigre. Mais pour l'heure, une petite récré. Et la récré, c'était Emma. Emma prête à tout pour dire des gros mots à la télévision et qui, dans cette heure de la récré, va nous parler d'une étude scientifique qui l'arrange bien. Ben oui, mais fiche purée. Ça, on a le droit. Alors, vous vous doutez bien sûr que je vais vous parler des gros mots parce que figurez-vous que selon une étude scientifique, les gros mots seraient bons pour la santé. Et oui, donc les parents, ne me remerciez pas quand votre enfant utilisera désormais cette excuse. On vous regarde poliment et on se marre, mais on n'y croit pas tellement. Hein. Le fait d'en dire, alors c'est très sérieux, on a tous vécu ce genre de situation, vous savez, vous vous cognez, ça fait mal et hop, un petit gros mot qui sort comme ça de nulle part, un gros mot, ouais, très fort. Moi aussi. Eh bien en fait, jurer, ça permettrait de mieux supporter la douleur. Des chercheurs ont fait une expérience, ils ont demandé à plusieurs personnes de plonger leurs mains dans l'eau glacée. Et une partie des participants avaient le droit de dire des gros mots, l'autre non. Et le résultat, c'est que ceux qui ont juré ont tenu le plus longtemps et ils ont dit avoir moins ressenti la douleur. Et il y a une explication scientifique. Mais absolument. D'abord, il y a un effet de distraction. On jure, donc on se concentre sur autre chose que sa douleur pendant un court instant. Mais il y a aussi l'excitation émotionnelle. Quand on jure, en fait, on active le système nerveux autonome. C'est celui qui prépare le corps à réagir en cas de danger. Donc on libère de l'adrénaline dans le sang. Ça fait augmenter notre fréquence cardiaque et chimiquement, ça fait baisser la douleur. Je l'avais dit, c'est très sérieux. Et pour autant, on va quand même peut-être pas inciter les gens à jurer trop non plus, quand même. Alors, si. il ne faut pas en abuser, clairement, parce que les mêmes chercheurs ont constaté aussi que parmi les participants qui étaient autorisés à jurer, ceux qui ont quand même ressenti davantage la douleur que les autres étaient ceux qui juraient beaucoup dans la vie de tous les jours. Donc on réserve ces meilleurs jurons pour une situation où on en a vraiment besoin. D'accord, j'ai compris. Ah merde. Chut. J'ai très mal, je suis pas allé au bout de mon juron. Allez, grand oral, merci.
176 entreprises et collectivités partenaires, 1650 jeunes accompagnés, 2200 mentors engagés, 213 collèges, lycées, CFA partenaires. J'arrête avec les chiffres, c'est quand même pour vous donner une idée. Quand je vous dis que Télémac, c'est une grande association, c'est une grande association. Télémac dont on reçoit la directrice générale Erika Cogne à l'occasion du mois du mentorat. Je citais donc un de vos anciens patrons qui vous qualifiait de tigre. Oui, Christian. Tigresse, il faudrait d'ailleurs dire. Oui. C'est parce qu'il disait j'ai mis un tigre dans le moteur. Je n'ai pas encore mis mes petites décorations de léopard, mais oui. Je pense que dans nos métiers d'engagement, il y a une nécessaire résilience. Résilience, et puis c'est un combat pour l'égalité des chances, et que sans colère, tu l'as dit tout à l'heure, vous l'avez dit tout à l'heure, sans résilience, finalement, il ne se passe pas grand-chose. On gère, on fait de l'administratif. Alors, vous avez cité aussi la mythologie, mentor, Télémac, puisqu'on va parler de Télémac, le fils d'Ulysse, qui profite des bons conseils de mentor. Ça a été créé en 2005, Télémac. Oui, exactement, par Serge Wimbert, quand il était PDG de PPR. Qui avait de saine lecture, il lisait Libé, il a lu un article qui ne lui a pas plu. Oui, enfin, qui ne lui a pas plu, pas lui, mais une situation qui l'a bouleversé. D'une jeune fille tabassée parce qu'elle avait des bons résultats scolaires. Voilà. Et effectivement, malheureusement, encore en 2022, chez Télémac et dans d'autres associations, on vit cette situation-là. Voilà. D'enfants qui ont envie de sortir de bien bosser, et on leur dit tu restes à ta place. Tu restes à ta place. Alors, vous vous occupez des enfants, vous, de la 5e au bac. Exactement, sur la filière générale. On a aussi développé un programme Télémac Pro. Télémac Pro, puisque environ 30% des jeunes dans la filière pro attestent qu'ils y sont par défaut. Et donc, pour nous, ça paraît inadmissible, alors qu'il y a des vocations super intéressantes et d'ascenseur social. Donc voilà. Mais oui, on s'occupe de jeunes pendant 6 ans. Alors, ils ont 2 mentors à chaque fois. Oui. Un mentor au sein de l'établissement scolaire. Oui. Et un mentor du monde de l'entreprise. Exactement. Et sachant qu'on développe aussi des mentors dans la fonction publique. Le mentor de l'entreprise ou de la fonction publique, c'est plutôt quelqu'un qui va au départ échanger avec le jeune sur justement la culture générale. Les premières rencontres, c'est souvent un musée, une activité culturelle, un match de sport. Et puis au fur et à mesure, quand la confiance, le lien se crée, on va avoir des discussions avec le jeune sur plutôt l'orientation, sur les freins, sur parfois les freins aussi en lien avec la famille, même si nous impliquons les parents dès le début. Sur les freins, c'est un de vos grands axes. Vous dites lutter contre l'autocensure. Il ne suffit pas de dire à un enfant ne te censure pas, ça ne veut rien dire pour lui. L'autocensure, et d'ailleurs le CNESCO a fait une très belle étude là-dessus, elle est vraiment à tous les niveaux autour du jeune. Et donc, c'est un vrai parcours de combattant digne de la lever tout ça. De lever tout ça. Dans les autres domaines dans lesquels vous agissez, il y a l'acquisition des codes relationnels. Très concrètement, ça veut dire quoi? Qu'on va leur apprendre certaines règles de politesse, ou si je traduis ça en langage de tous les jours? Des règles en fait de fonctionnement, notamment en lien avec les adultes, en lien avec l'inconnu, en lien avec d'autres comportements. Je me souviens encore, puisque je suis évidemment moi-même mentor, qu'une de Gayatri, la première fois qu'elle avait commandé dans un restaurant, c'était avec moi. Un menu, un plat au menu. Et donc, elle m'a demandé, elle m'a dit, mais comment on s'y prend? Qu'est-ce que je fais là? Ouais, c'est ça. Je lui dis, raconte-moi, ouvre le menu, dis-moi ce que tu as envie. Elle dit, et ensuite, je demande à qui. Et donc, si vous voulez, c'est vraiment... Toutes ces choses qui ont l'air tout à fait évidentes et qui ne le sont pas. Et qui s'apprennent en 3 secondes. Elle l'a fait une fois, elle savait le faire. Exactement. Oui, donc ça va quand même très très vite. L'ouverture socio-culturelle, donc vous le disiez, des visites dans les musées. Je crois que vous avez emmené un certain nombre d'élèves il n'y a pas longtemps à Auschwitz-Birkenau, c'était en décembre. Exactement, grâce à la Fondation Aéroport de Paris et au Grand Rapin de France, oui, que j'aime beaucoup. On a la chance d'avoir un avion affrété et d'emmener des jeunes à Auschwitz. Et alors pourquoi c'est important dans le cadre du mentorat? Ma dernière question. Vous êtes confronté à ça aussi. On va pas se mentir, nous avons beaucoup de questions autour du fait religieux, puisque justement on emmène des jeunes à rencontrer des adultes, pas forcément donc du même milieu, des mêmes origines, et la question du religieux, elle est présente. Et donc cette tolérance, cette écoute, cette ouverture, elle est notamment... Il faut y répondre. Oui.
Et ça a été une façon d'y répondre. Merci beaucoup. D'un tout petit mot, donc un jeune inventeur, vous l'avez cité en tout début d'émission, c'est la politique publique qui a découlé de la création par vous et d'autres associations de ce collectif Mentorat. C'est à la hauteur ou il faudrait encore... vous avez un petit truc à dire à l'État ? Alors à l'État et à tous les citoyens, c'est qu'effectivement, on peut, sur cette plateforme, un jeune mentor, se proposer en tant que mentor. Ah bah voilà, donc on va sur la plateforme. Si on connaît des jeunes qui auraient besoin d'être mentorés, de référencer un jeune, les profs peuvent proposer leur établissement scolaire. Super, voilà. Un jeune, un mentor. Vous restez avec nous, on a une mentor extraordinaire pour toutes les questions de gastronomie, c'est Sandra Ferreira, elle arrive. Emma, merci beaucoup. Merci. Plateau repas, notre rendez-vous avec notre diététicienne et nutritionniste Sandra Ferreira. Sandra, bonjour. Bonjour. On ne s'est pas vu depuis la rentrée, bonne année. Bah oui, bonne année, mes meilleurs vœux. Et alors, demain on est le 6 et c'est jour de galette. Galette. Et donc, on parle aujourd'hui... Extraordinaire. Pourquoi l'épiphanie, ça change de date d'ailleurs chaque année ? Parce que selon la tradition chrétienne, normalement, l'épiphanie, elle se tient 12 jours après la naissance du Christ. Ça, c'est nous amène au 6 janvier, effectivement. Sauf que, effectivement, il y a une réforme de l'Église qui a dit que ça serait bien que ça soit fait le premier dimanche de janvier pour qu'on puisse vraiment se réunir tous. Sinon, ça ne tombe pas forcément un dimanche. C'est souvent donc c'est le premier dimanche. Voilà, le premier dimanche de janvier. Allez, je continue culture G, après vous donnerez la recette. Petite culture. Pourquoi c'est rond ? Eh bien, parce que ça fait référence au soleil, à Saturne, plus précisément. Extraordinaire. Et est-ce que vous connaissez un peu l'histoire de la fève aussi ? Il fallait que j'en parle. C'était les premières fèves. C'était des fèves des fèves. C'est des vraies fèves, c'est-à-dire le légume sec, la fève, tout simplement. Et ça parce qu'Emma nous l'a raconté hier, l'histoire de la fève. Voilà. Et donc, certaines personnes, comme il fallait payer la tournée, l'avalaient. Et donc, on a décidé de faire des fèves en porcelaine qui étaient moins difficilement avalables. Génial. Et si vous voulez, parce que moi, elle me l'a raconté, Emma, mais demain, vous regardez l'émission et elle vous la racontera à vous aussi. On est d'accord que côté digestion, c'est quand même assez lourd, la galette. Oh oui, c'est assez lourd. Pour ceux qui ne le savent pas, en tout cas, c'est 2 pâtes feuilletées. Dedans, il y a une crème d'amande, puis une crème pâtissière mélangée à tout ça. C'est délicieux. C'est notre concept de la diététicienne à school. On rajoute les couches comme ça, on n'a pas tout compris. Je rajoute les couches pour les enlever après. Attention, parce que, alors je précise, la crème d'amande, c'est du beurre, de la poudre d'amande, du sucre, des œufs. Bien sûr. La crème pâtissière qu'on rajoute, c'est du lait, du sucre, des jaunes d'œufs, de la farine, voilà. J'adore. Bref, c'est une recette bien complète, vous l'aurez compris. Et parfois, on trouve ça un peu lourd, mine de rien. Et souvent, les enfants, d'ailleurs, c'est plutôt pour la fève qu'ils la mangent, parce qu'ils trouvent ça un peu lourd. Et vous avez donc quelque chose de moins lourd à nous proposer ? Voilà, elle est là. Donc, moins lourd, déjà, dans la galette de Sandra. La galette de Sandra, on peut enlever la crème pâtissière. Elle n'est pas indispensable. Elle donne un certain moelleux. On laisse la crème d'amande, tout simplement. Sauf que comme c'est un tout petit peu plus sec, à la manière d'un pitivier, on va compenser avec la technique de Sandra. Voilà, la grande technique. Attention, accrochez-vous. On rajoute de la compote de pommes. Oui, ça va remettre du moelleux. Ça va remettre du moelleux. Mais attendez, si je n'aime pas la pomme. Ah bah si vous aimez pas la pomme, on est mal. Si vous n'aimez pas la pomme, on est mal. Mais non, je sais. Mais oui, il y a une solution puisqu'il y a Sandra. Ouais. Donc je vous propose une garniture plus légère, toujours en restant dans le goût de l'amande, parce que sinon on va pas faire un gros chaud de pomme, c'est pas le but. Vous allez garnir vos 2 pâtes feuilletées simplement avec un mélange de poudre d'amande, soit 175 grammes pour ceux qui veulent noter, 80 grammes de sucre, 20 centilitres de crème fraîche épaisse légère et 2 œufs. Et là, vous verrez, ça fait une petite garniture légère, le plaisir de la galette sans être trop complètement avachi sur sa chaise. Et bien sûr, vous faites ça en famille avec vos enfants. Sinon, c'est pas rigolo. Le but, c'est rigolo. Vous pouvez même mettre 4, 5, 6 fèves si c'est le plaisir que tout le monde en ait une. Et je peux avoir une petite... pour vous donner. Non, moi, je voudrais savoir quand même un truc, c'est qu'on va goûter. Ah oui, alors je l'ai ramené. Alors, comment je fais pour être sûr d'avoir la fève ? C'est le seul truc qui m'intéresse en vrai. Alors, certains pâtissiers mettent un marquage sous la galette pour savoir où se trouve la fève. Sauf que moi, je suis pas pâtissier, donc j'ai pas mis de marquage puisque ça c'est fait maison. Il n'y a pas de marquage, donc elle est peut-être dans votre part là. Chers enfants, trichez si vous le souhaitez ou pas, mais maintenant alors faites gaffe, parce que, attention aux dents. Et donc là-dedans, il y a la vraie fève, le légume sec. Celle-ci est faite avec de la compote de pommes et la crème d'amande pour garder l'amande. Et je vois que Emmanuel triche. Non, j'ai fini, j'ai mangé. Comme tous les enfants. Je fais ça bien, 53 ans d'expérience. Un petit peu au moins, au début, on n'a pas le droit. Merci beaucoup, Sandra. Super recette. 175 grammes de poudre d'amande, 80 grammes de sucre, crème fraîche épaisse légère, 20 centilitres, 2 œufs. Ça va être super bon. C'est déjà commencé ? C'est très bon.
Bravo. De toute façon, on n'a pas trop le choix. Hein. Merci. Si, vous avez le choix de dire que vous pouvez. C'est bon. C'est très bon. Très léger. Moi aussi, j'y vais. Excellent. Merci beaucoup. Je rappelle, la bouche pleine, ça ne se fait pas, que le 10 janvier se tiendra à Sciences Po la cérémonie de lancement du mois du mentorat, qui sera animée par Isabelle Giordano, qui a des assos, je ne vais pas les citer toutes, mais qui sont à l'initiative du collectif mentoral. Il y a la FEB, il y a Zubdeco, il y a Proxité, Chemin d'Avenir, Les Ombres, Article 1, Nos quartiers ont du talent, Socrate, ces assos sur l'éducation. Il y en a 70, donc vous pensez bien qu'il y en a qui font autre chose. Merci Erika de nous avoir rendu visite. Merci Emmanuel. Et merci à toute l'équipe, au maquillage Colline Hamel, Marine Plantec à la préparation de l'émission, qui sera remerciée de ses loyaux efforts par une grosse part de galettes. Elle était assistée en régie aujourd'hui par Roxane Sarfati, au son Saïd Mamou, Angèle Jean Girard à la réalisation. Vous aurez tous de la galette. Allez, j'arrive. Vous restez sur School TV, vous nous retrouvez en permanence sur Internet et sur les réseaux sociaux. Et nous, on va tirer les rois.